Bienvenue sur French Listen, le podcast où l'on plonge dans le vrai français de la rue et parfois jusque dans le RER bondé. Je suis Sandra, je vous parle aujourd'hui toujours avec mon complice, Bernard. Salut Bernard, tout va bien? Salut Sandra, salut à tous. Oh, je crois que je suis encore en train de me remettre de ma première expérience sur la ligne 1 du métro. C'était, une compression humaine digne d'une ruche en effervescence. C'est là que t'entends vraiment le fameux « Attends, comment tu dis déjà? Métro, boulot, dodo ?» Exactement, le fameux. 3 mots pour résumer la routine du Parisien moyen. C'est poétique, mais un peu fataliste aussi. J'avoue que la première fois que j'ai entendu ça, je m'imaginais une sorte de danse quotidienne. Sauf qu'au lieu de danser, tu fais la queue, tu bosses, tu rentres et tu recommences. Mais c'est marrant, à Londres, on a notre version, tu vois, genre tube, office, home, mais c'est pas aussi chantant. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc presque universel dans ce refrain. Mais vraiment, la routine parisienne, elle a un parfum particulier, tu crois pas? Si. C'est la cadence, le bruit, le café sur le pouce, le petit bonjour qu'on marmonne sans lever la tête. Dis, tu connais d'autres variantes de cette expression par hasard? Eh bien, attends, je crois que certains disent boulot, métro, caveau. Un peu plus noir, tu vois. Mais bon, le cliché marche, non? Et c'est de là que partent toutes ces petites expressions qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, alors, aujourd'hui on part ramasser des perles de langue dans les rues de Paris. Prêt, Bernard? Prêt comme jamais. Alors, expression numéro 1, oh la vache! Pour tout ce qui surprend, émerveille ou agace. Tu te souviens, Sandra, la fois où j'ai balancé « Oh la vache !» devant ton gâteau raté? Je me suis fait tuer du regard. Avec une pointe de crème brûlée carbonisée en plus. Mais oui, c'est tellement courant. Et j'adore aussi. Ça marche. Pour moi, c'est une invitation à la complicité. Genre, je te dis, on se retrouve au parc des Buttes-Chaumont à 19h et tu réponds « Yeah, ça marche !» Facile, c'est comme un got it ou sounds good. Et puis, il y a laisse tomber. Celui-là, franchement, je me le redis dans la tête chaque fois que je rate un enregistrement. Ce qui arrive, vraiment, trop souvent. Alors Bernard, je te propose un petit jeu d'imitation. Imaginons, je t'arrête dans la rue, je fais genre « ça gaze ?» Qu'est-ce que tu réponds? Oh la confession! La première fois qu'on m'a dit « ça gaze ?» à un apéro, j'ai cru qu'on parlait des boissons gazeuses. Alors j'ai répondu, la bouche pleine de Perrier. Oui, ça bulle! Fou rire des copains garantis. J'ai mis du temps à piger que ça veut juste dire « ça va ?» en mode détendu. Mais tu vois, c'est aussi ce côté jeu du langage qu'on aime. On ne va pas tout traduire tout de suite. Auditeur, petit défi pour vous. Essayez de deviner ce que veut dire « laisse tomber » ou « oh la vache » dans votre langue. On dévoile la suite juste après. D'ailleurs, Bernard, tu te souviens de cette conversation qu'on a entendue à la terrasse du café près du Panthéon? Il y avait 3 expressions fantastiques, genre la fille disait « j'ai la dalle » et son pote répond « oh, c'est pas la mer à boire, on commande un croissant ?» Puis, ils se sont quittés sur un « on se capte plus tard ». Ah oui. Avoir la dalle, ça, la toute première fois, j'ai cru que les gens cherchaient carrément une dalle. Genre, le pavé par terre. Désolé Sandra, mais tu m'as raconté un truc similaire, non? À la fac, c'était? Oh là là, c'était horrible. Je débarque à Paris, on me dit « Sandra, tu as la dalle, viens à la cafétéria ». Je cherche la dalle. On me regarde bizarrement. Grosse incompréhension. Le ventre vide, mais j'avais honte. Et toi, tu utilises ces expressions avec n'importe qui ou tu fais gaffe? Bah non, tu fais attention. J'ai la dalle. C'est pour les potes ou la famille, hein. Avec ton patron ou ta belle-mère, tu vas plutôt dire « j'ai faim ». Question de contexte. On se capte plus tard. C'est pareil. C'est pour les amis, pas pour envoyer à ton professeur. Oui, petit conseil de jardinière. Chaque expression, son terrain de jeu. Court, mais parfois glissant si tu te trompes de public. En parlant de terrain de jeu, ces expressions, tu vois, tu les retrouves autant au café que dans le bus ou au marché.
Mais tu dirais qu'il y en a qui passent mieux entre amis, d'autres plus neutres? Carrément, genre « ça marche » ou « on se capte », c'est ultra familier. Avec ton médecin ou ton banquier, tu vas éviter « à la place, on en reste à d'accord » ou « à bientôt ». Mais c'est pas la mer à boire, ça va presque avec tout le monde si c'est dit, tu sais, sans trop de familiarité dans la voix. Tiens, on tente un jeu interactif. Les auditeurs, imaginez, vous arrivez en retard à un rendez-vous pro. Est-ce que vous balancez « oh la vache, les embouteillages » ou vous optez pour « veuillez m'excuser, j'ai été retardé » ? Allez, avouez, vous avez hésité. Le contexte, c'est tout. Un petit truc, écoutez comment les Parisiens modulent leur ton. Il y a toute une gamme entre le copain et le collègue. Une astuce pour éviter les malentendus. Bernard, t'aurais un conseil ? Oui, restez observateur. Si la personne sourit ou utilise déjà des expressions détendues, lancez-vous. Sinon, jardinez prudemment, comme dirait Sandra. Ton, sourire et toujours prêt à rectifier si on vous regarde de travers. Tu sais, le piège classique pour nous qui ne sommes pas nés parisiens, c'est de vouloir caser l'expression à tout prix. Genre dire « ça gaze » devant le maire du 15e, pas sûr que ça passe. Ou « j'ai la dalle » au brunch d'entreprise. Ça, c'est du vécu. Les regards, j'y repense encore d'ailleurs. Faut sentir l'ambiance, sinon, maladresse. Petit repère, écoutez le ton de voix autour de vous. Si ça part en blague et en tutoiement, c'est bon signe. Sinon, discret, sobre et pas d'impro. Si jamais vous vous trompez, rattrapez avec un petit rire, un clin d'œil. Les Parisiens savent que c'est un jeu, souvent. Et puis, personne n'est parfait. Je confonds encore laisse tomber et laisse béton. Parfois, on confond ou on place mal. Tant qu'on le fait avec le sourire, ça passe. Bon, sauf si on parle à son banquier, là, je garantis rien. Bernard, tu sais ce que j'aimerais faire ? Proposer un petit atelier d'expression. On imagine un dialogue et nos auditeurs essaient d'y glisser justement l'expression appropriée. Genre, tu veux qu'on aille au musée après le boulot ? Oh, facile, ça marche. À vous, les auditeurs. Essayez dans la conversation de demain avec vos amis, voyez leur tête. Ou alors, Bernard, tu me demandes, tu veux encore un café ? Et moi, je réponds, laisse tomber, j'ai déjà la tremblote. Une dose de vraie vie. Salut Bernard, salut à tous. À la prochaine balade linguistique. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Salut, c'est Sandra et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis avec Bernard, évidemment. Et, bon, écoute, je vais être honnête, la première fois que j'ai mis les pieds dans un... Totalement. Franchement, les premières fois à Paris, c'est toujours une sorte de plongée sans filet. Et puis, tu entres dans une boulangerie, tu entends « encore un pain au choc, vas-y, j'ai la flemme d'attendre ». Tout le monde balance des expressions comme si c'était du code secret. Tu vois ce que je veux dire ? Textbook French, c'est comme lire un manuel de jardinage sans jamais voir une plante vivante. C'est plat. Mais sur les trottoirs de Paris, ça fuse dans tous les sens. C'est trop vrai. Et, moi j'avoue, au début, j'essayais genre vraiment de me fondre dans la masse, tu vois, en balançant bof ou grave. Mais je savais même pas si je les utilisais comme il fallait. T'as des souvenirs embarrassants, toi ? Oh, écoute, il y en a une douzaine. Mais justement, c'est ce qui rend la langue vivante. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on balance 15 expressions que tu dois, mais vraiment, connaître si tu veux surfer sur la vibe parisienne. Prêt ? Alors, voilà, top départ. C'est pas terrible. Tu t'attends à un truc positif, hein ? Mais en fait, ça veut dire que c'est franchement pas ouf. Genre, t'as goûté ce café ? Ouais, c'est pas terrible. Tu vois, ça descend direct l'ambiance. Ensuite, il y a... Ou genre, ce match était ouf. Ça veut dire que c'était dingue. Tu le sens dans l'énergie, quoi. Attends, je vais essayer, c'est un peu comme, je sais pas, toucher la terre avec tes mains, non ? Genre, tu dois plonger, te salir un peu pour comprendre le vrai français. Et, c'est pas terrible, je l'ai mal utilisé une fois. J'ai dit ça sur le gâteau d'une fête d'étudiants, et tout le monde s'est figé, alors que je pensais complimenter.
j'ai jamais rattrapé ça. Ouais, c'est le piège. Et écoute, j'ai la flemme. Clairement, une de mes favorites. Tu viens courir? Ah, j'ai la flemme. Pas trop envie, quoi. Et puis, bof, c'est universel, petit bruit qui signifie l'indécision ou l'ennui. Grave. Par contre, c'est le superlatif des Parisiens. Genre, c'est stylé, grave. Ils ajoutent un partout. Vas-y, ça veut tout dire. L'encouragement, l'accord, ou même juste pour lancer une discussion. Carrément, c'est l'enthousiasme pur, comme totalement « je suis chaud, je ». Et bien sûr, laisse tomber, genre « arrête-toi là, laisse tomber l'affaire ». Voilà 8 expressions, et chacune t'ouvre une porte, quoi. Celle qui me fait le plus douter, c'est « ouf ». Parce que, je confonds tout le temps avec genre « ouf, merci ». Mais c'est pas pareil. Bon, je retente. Cette pluie, c'était ouf. J'ai bon? Ouais, bravo, c'est ça. Et c'est typique, ces nuances. C'est là où tu vois la vie dans la langue. Franchement, tu progresses vite, Sandra. Allez, on plonge dans les conversations du quotidien maintenant. Sur le terrain, tu vas entendre « ça roule » qui veut dire « ça va ». Chelou, c'est louche à l'envers, genre « ce gars est chelou ». Avoir le seum, ça vient de l'arabe et c'est avoir la rage, la déception. Tu vois des ados dans le métro. J'ai trop le seum, j'ai raté le bus. Faire la tête, c'est bouder, ça me gave. C'est ça m'énerve, ça me saoule. T'es agacé, nickel, c'est super, parfait. Genre, on se voit à 20h, nickel, et puis, t'inquiète, c'est la formule magique du rassurement, tu vois. J'ai une anecdote là-dessus. Un jour, j'étais crevée dans un petit bistrot, le serveur me propose un dessert, et, prise de court, je sors, j'ai la flemme, direct. Il me regarde, hausse un sourcil, et lâche, grave, c'était pas le bon contexte, et j'ai senti la vibe un peu chelou. J'ai retenu la leçon. Mais tu sais que c'est exactement pour ça que j'adore traîner dans les métros avec mon vieux micro. Une fois, j'ai capté 2 jeunes qui ne disaient presque que chelou et avoir le seum dans toutes leurs discussions. Tu sens direct l'énergie de la ville, ce rythme. Tout le monde invente sa petite mélodie du français. C'est vivant, mouvant, tu vois? Alors, pour les apprendre vraiment, genre, faut pas juste les lire, hein? Moi, j'ai trouvé que de les pratiquer soit avec des amis français, soit avec des tandems linguistiques, ça change tout. Le mieux, c'est de se lancer dans des mini-jeux de rôle, une scène de marché, un café, et aussi d'observer, noter dans un carnet parce que, sinon, ça part aussi vite que ça arrive. C'est clair, mais il y a le piège, si tu captes pas le contexte, ça peut mal passer. Avoir le seum, par exemple, tu le cries pas devant ta chef, hein? Il y a tout un code social derrière chaque expression, faut sentir le moment, le ton. Tiens, ce que je conseille, c'est d'observer les scènes dans les séries françaises, ou même en écoutant la radio locale. Et comme tu disais, le flashcard, ou, le petit journal, c'est top. Note le mot, exemple, et un petit dessin même, si ça t'aide. En parlant de confiance, rien ne vaut la vraie pratique. Si tu peux, va à un échange linguistique, même en ligne. C'est la meilleure façon de sentir si tu places bien ton grave ou si ton vas-y fait sourire ou froncer les sourcils. Et sur un carnet ou des flashcards digitales, note la phrase entière, ajoute un souvenir genre « J'ai entendu, laisse tomber à ce concert, c'était parfait ». Et oui, puis, moi j'ai décollé en matant des films parisiens. Tu vois la gestuelle, les mimiques, le ton, tout. Nickel, dans la bouche d'un personnage, ça prend tout de suite une autre dimension. Parfois, je mets sur pause, j'imite, et puis... Ouais, c'est un peu ridicule, mais ça fonctionne. Et puis, franchement, y a rien qui vaut un bon jeu de rôle. Tu te mets dans la peau d'un Parisien, tu commandes au resto, tu racontes une galère, et tu balances tes bofs, t'inquiètes, naturellement. Bon, au début, c'est comme planter une graine. T'es pas sûr, t'arroses, tu regardes si ça pousse, et puis un jour, hop, ça sort tout seul. Si t'as ton petit carnet spécial vocabulaire, où tu notes genre «
Aujourd'hui, j'ai utilisé oufissime au boulot. Tu suis tes progrès. Tu vois? Carrément. Et puis, n'oublie pas, regarde les séries, écoute la matinale sur France Inter, tente les podcasts parisiens. Plus tu t'immerges, plus tu te rendras compte que ça roule, débarque sur toutes les lèvres. Tu commences à entendre des subtilités, des petits rictus, des patterns, comme on dit. C'est là que tu vois que t'es sur la bonne voie pour parler comme un vrai. Pour terminer, si tu veux vraiment progresser, essaie de te caler 1 ou 2 conversations par semaine avec un natif. Même 10 minutes, tu te donnes un mini défi. Je casse 3 expressions aujourd'hui. Prends 5 minutes après, note ce qui est passé, ce qui a coincé, un contexte. Crée tes outils à toi. Comme une mini boîte à outils du français parisien, tu mets des mots, des exemples, des anecdotes. Et n'oublie pas, écoute, regarde, absorbe. Les films, la radio, les séries, même les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour piger comment ces expressions vibraient dans la vraie vie. Et, juste avant qu'on se quitte, n'aie pas peur de tester, de te tromper. C'est comme dans le jardin quand tu essaies une nouvelle variété. Il faut tenter, observer et ajuster. French Listen, c'est toujours là pour t'aider à pousser, petit à petit. Hein, Bernard? Oh, absolument. C'est ça, s'immerger, oser, noter, et puis surtout, s'amuser. On attend de retrouver tout le monde pour de nouveaux épisodes, on a plein d'autres expressions et histoires à partager. Merci Sandra, c'était nickel comme d'habitude. Merci à toi, Bernard. Et merci à toi, cher auditeur, de marcher un bout de cette route linguistique avec nous. À très vite sur French Listen. Salut! Salut tout le monde, prenez soin de vous et Ça, entraînez-vous encore. surtout. Regardez À bientôt. maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue. À tout à l'heure pour la Qui suite de n'a jamais eu l'épisode, cette sensation en regardant un film français sans sous-titres ou peut-être en écoutant une conversation un peu rapide dans la rue de se dire attends, mais c'est pas tout à fait le français que j'ai appris. Ah oui, tout à fait. Cette impression que la langue parlée, elle a ses propres règles, ses propres codes, c'est un sentiment assez courant, je crois. Très partagé, oui. Aujourd'hui, justement, on va essayer de s'aventurer un peu dans les coulisses de ce français vivant, parfois un peu déroutant. On va parler langage familier, argot, des raccourcis de prononciation aussi, et puis on va regarder d'un peu plus près cette grande question, l'accent parisien. Ah, le fameux accent parisien. Qu'est-ce que c'est au juste ? Est-ce que ça a vraiment un sens unique de dire « parler comme un Parisien » ? C'est une excellente question. Pour cette exploration, alors on a pas mal de choses sous la main, des articles de blog assez pratiques comme 12 astuces pour parler comme un Français, des listes de mots familiers ou argotiques, Oui. des analyses sur le parler parisien, même un top 10 des expressions parisiennes qui remontent un peu aux origines. Intéressant. On a aussi une discussion en ligne trouvée sur Reddit sur la perception des accents, un bout de dictionnaire d'argot, des transcriptions de vidéos YouTube, et puis une analyse linguistique un peu plus pointue sur qu'est-ce vraiment que le français parisien. Donc pas mal de matière. Hein. Un corpus riche, en effet. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire de tout ça des clés. Des clés concrètes pour mieux comprendre et puis naviguer un peu dans ce français authentique du quotidien. C'est ça. L'idée, c'est de décoder ces aspects sans se sentir dépassé. Prête pour cette analyse ? Tout à fait. L'enjeu, c'est vraiment de saisir les nuances, de comprendre comment on jongle avec les différents niveaux de langue. Et puis, au fond, d'apprécier cette vitalité incroyable et l'évolution constante du français. C'est une langue bien vivante. Oui, absolument. Alors, commençons peut-être par ce qui frappe souvent en premier, non ? Ces petits ajustements de grammaire, de prononciation, qui font que le français parlé, il sonne différemment de l'écrit. Exactement. L'article 12 astuces donne de bons exemples. L'utilisation quasi systématique de « on » à la place de « nous ». Ah oui, ça c'est un classique. Ou encore la disparition fréquente du « ne » dans la négation. On entend beaucoup plus « je sais pas » que « je ne sais pas ». Hein. Oui, oui. Pourquoi ces changements sont si répandus ? C'est juste de la facilité ou il y a autre chose derrière ? C'est une excellente question. Ça touche directement à ce qu'on appelle l'économie linguistique. L'économie linguistique. Oui, à l'oral. Surtout dans un contexte informel, on cherche tous, un peu inconsciemment, l'efficacité, la fluidité. Utiliser « on », c'est plus court, c'est souvent plus inclusif aussi que « nous ».
Omettre le « ne », ça allège la phrase. Et dans la plupart des cas, ça ne nuit pas du tout à la compréhension. Donc, c'est pas tant de la paresse comme on entend parfois. Oui, c'est ça. C'est plutôt une adaptation naturelle de la langue à son usage parlé, quoi. Et c'est là qu'intervient cette notion très importante de registre de langue. Le registre, d'accord. Voilà. Par registre, on entend simplement le niveau de langue qu'on choisit. Ça dépend de la situation, de l'interlocuteur. On parle pas pareil à son patron ou à ses amis, ou dans un email formel. Bien sûr. Et ces raccourcis dont on parle, ils appartiennent typiquement au registre courant ou familier. Je vois. Donc une question d'efficacité et de contexte en fait. L'article mentionne aussi d'autres choses comme laisser tomber le « e » muet, dire « j'uis » pour « je suis » ou « petit-déj » pour « petit déjeuner ». Exactement. C'est le même principe. Ah d'accord. La chute du « e » muet, le choix, c'est très caractéristique du français parlé rapide, informel. Ça fluidifie le rythme, tu vois. Oui. Pareil pour « il y a » au lieu de « il y a ». Ou poser une question juste avec l'intonation qui monte. Tu viens ? Ah oui, sans est-ce que. Voilà, plutôt qu'avec l'inversion qui est très formelle, ou est-ce que. Ce sont des marqueurs forts du registre oral courant. L'important, et les sources le soulignent bien, Oui. c'est de savoir que ces formes existent, de les comprendre quand on les entend, mais attention à ne pas forcément les transposer telles quelles à l'écrit formel, ou dans des situations où on attend un registre plus soutenu. Faut savoir jongler. C'est clair. Il faut être conscient du contexte. Alors, au-delà de la structure des phrases, de la prononciation, il y a tout un monde de mots, hein. Des mots spécifiques au français parlé, l'argot, le langage familier. Les sources nous en donnent vraiment beaucoup. Des mots comme boulot pour travail, mec ou meuf pour un homme ou une femme, fric pour l'argent. Des classiques. Oui, ils semblent très courants. Mais comment on sait quand on peut les utiliser sans faire d'impair, sans être déplacé ? Alors là, le concept de registre, il est encore une fois crucial. Ces mots que tu cites, boulot, mec, meuf, fric, pote, bouquin, Oui. ceux-là, ils appartiennent à ce qu'on appelle le registre familier standard. Très répandu, compris par quasiment tout le monde, on peut les utiliser sans problème dans la plupart des conversations informelles, entre amis, collègues proches, etc. D'accord. L'argot, historiquement, c'était un peu différent. Plus codé, propre à certains groupes, le milieu interlope, les étudiants, les militaires. Bon, aujourd'hui, la frontière est plus floue, hein. Ce vocabulaire, il remplit une fonction sociale importante. Ça peut marquer une appartenance, créer une connivence, ou simplement apporter de la couleur, de l'expressivité au langage. Et qu'est-ce qu'on peut dire des mécanismes comme le verlan ou le fait de couper la fin des mots, l'apocope ? On trouve des exemples comme chelou pour louche, chamé. Oui, chamé pour méchant, mais qui veut dire génial, paradoxalement. C'est ça. Ou alors appart, ciné, resto. Alors le verlan, l'inversion des syllabes, et l'apocope, la coupure de la fin du mot, ce sont des procédés super productifs pour créer du vocabulaire nouveau, surtout dans le langage des jeunes ou en milieu urbain. Ah oui. Le verlan, il a un côté un peu ludique, un peu cryptique à l'origine, même si certains mots comme meuf ou chelou, ils sont maintenant très intégrés. Oui, on les entend partout. L'apocope, prof, pub, info, c'est une forme d'économie, un peu comme les raccourcis grammaticaux dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Encore une fois, la clé, c'est le contexte. Mais attention quand même, certaines sources listent aussi des termes, disons, plus crus, voire vulgaires. Oui, comme bordel, gueule, se casser. Voilà, ou même putain de, comme intensificateur. Il faut les comprendre, c'est utile pour décoder une conversation, un film, mais leur usage demande beaucoup de discernement. Il faut faire attention. Exactement. Les utiliser à mauvais escient, ça peut être perçu comme très déplacé, voire carrément offensant. Donc, prudence. Compris. Prudence et adaptation au contexte, ce sont les maîtres mots. Bon, passons aux expressions idiomatiques. Alors là, il y en a une multitude. Ah oui, la langue française est riche en expressions imagées. Certaines pour exprimer des états, des émotions, avoir la flemme, être au taquet, ou cette expression plus récente, ça passe crème. Oui, ça passe crème. Très à la mode. Et puis, il y a une sauce qui s'amuse à lister des expressions dont l'origine serait purement parisienne. Comme être charrette, pour dire qu'on est débordé. Oui, qui viendrait des étudiants en archi apparemment. C'est ça. Ou les poulets pour la police, à cause de leur ancien QG sur un marché aux volailles. Est-ce que ces expressions aujourd'hui, elles ont gardé une couleur spécifiquement parisienne ? C'est une dynamique intéressante à observer. L'origine historique de certaines expressions est effectivement très localisée, souvent à Paris, pour des raisons historiques, culturelles évidentes. Être charrette, c'est un bon exemple.
faire la tournée des Grands-Ducs aussi. D'accord. Par contre, la plupart de ces expressions, si elles survivent, elles ont tendance à perdre leur ancrage géographique exclusif avec le temps. Elle voyage, en quelque sorte. Exactement. Elles sont adoptées, diffusées sur tout le territoire, notamment via les médias, la mobilité des gens. Aujourd'hui, avoir la flemme, être à la bourre, ou même ça passe crème. Oui, t'es compris et utilisé partout en France, j'ai l'impression. Surtout en milieu urbain. Elles appartiennent au patrimoine linguistique national commun, quoi. Même si leur histoire a pu commencer à Paris. D'accord. Leur force, c'est leur côté imagé. Mais ça veut dire aussi qu'on peut rarement deviner leur sens littéralement. Faut les apprendre comme un bloc, avec leur signification culturelle. Donc, l'origine parisienne, c'est souvent plus une anecdote historique qu'une réalité d'usage aujourd'hui. C'est un peu ça, oui. Bon, ça nous conduit tout droit à la question de l'accent. C'est quelque chose qui revient souvent. Beaucoup de gens qui apprennent le français, on le voit dans la discussion Reddit par exemple, ils cherchent à acquérir l'accent parisien, parce qu'il est perçu comme neutre ou standard. Mais qu'est-ce que c'est au juste cet accent parisien? Est-ce qu'il existe vraiment une seule façon de parler à Paris? C'est une question complexe, mais elle est essentielle. Historiquement, c'est vrai, le statut de Paris comme capitale politique, culturelle, a joué un rôle majeur. Oui. Le parler de l'Île-de-France, qu'on appelait le francien, a servi de base à la langue française standardisée, notamment à partir de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, et puis avec le travail de l'Académie française au XVIIe siècle. D'accord, la norme s'est construite là. Voilà. Ce parler est devenu la référence, le bon usage, celui qu'on enseignait dans les écoles, celui utilisé par les élites. Et par conséquent, tous les autres parlers régionaux ont été petit à petit considérés comme des accents, des déviations par rapport à cette norme implicite qui, elle, donnait l'impression de ne pas avoir d'accent. D'accord, ça c'est pour l'histoire. Ça explique pourquoi on a cette perception de standard. Mais aujourd'hui, concrètement, quand on écoute les gens à Paris, c'est comment? Eh bien, la réalité actuelle, elle est bien plus fragmentée. L'analyse linguistique, qu'est-ce vraiment que le français parisien, le montre très bien. On peut distinguer au moins 3 réalités différentes sous cette même étiquette. Ah oui? Lesquelles? Celle des discours officiels, des JT nationaux. Mais soyons honnêtes, même à Paris, peu de gens parlent constamment comme ça. Par exemple, la distinction entre le son 1 de brin et le son 1 de brin, elle tend à disparaître dans l'usage parisien courant, alors qu'elle est souvent mieux maintenue dans le sud de la France ou en Belgique, au Canada. D'accord. Donc même le standard n'est pas forcément la norme parlée réelle, même à Paris. Et les autres réalités alors? Deuxièmement, et c'est peut-être le plus intéressant aujourd'hui, il y a ce que les linguistes appellent le français parisien multiculturel, le FPM. FPM. Et actuel dans beaucoup de zones urbaines denses de la région parisienne. C'est une variété qui est influencée par des décennies de contacts linguistiques, notamment avec les langues du Maghreb. D'accord, une langue qui évolue avec la société. Exactement. Et elle a ses propres traits. Un rythme parfois plus marqué, des intonations spécifiques, et puis des innovations fouillartiques. Par exemple, la tendance à prononcer « tu » et « du » un peu comme « tu » et « ju ». Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ce n'est pas mal parlé, attention. C'est une évolution vivante de la langue en milieu urbain, très dynamique. Très intéressant ce FPM. Et la troisième réalité que vous mentionniez? La troisième, ce serait l'accent parisien historique populaire, le fameux titi parisien un peu gouailleur qu'on associait aux films d'Audiard d'après-guerre. Oui, l'accent d'Arletty par exemple. Voilà, ce type d'accent. Eh bien, cet accent-là, d'après les linguistes, il a quasiment disparu aujourd'hui. Il ne représente plus vraiment la réalité du parler parisien contemporain. D'accord, donc si je résume, l'idée d'un accent parisien unique et neutre, c'est un peu un mythe. C'est en grande partie un mythe, oui. Le standard, c'est plus une référence, une sorte d'idéal qu'une pratique généralisée. Et la réalité sur le terrain, c'est plutôt une diversité, avec notamment l'émergence de ce FPM, très dynamique. C'est exactement ça. Paris fonctionne comme un creuset, un lieu où les évolutions linguistiques, qu'elles naissent là ou qu'elles y convergent d'ailleurs, deviennent très visibles. Et elles sont souvent étiquetées parisiennes, parfois un peu abusivement d'ailleurs. Mais la diversité, c'est la norme. Les accents régionaux vraiment marqués, on les trouve plutôt ailleurs, dans le sud, le nord, l'est, au Québec bien sûr. Alors, quel conseil donner? Plutôt que de viser un accent parisien un peu insaisissable et peut-être idéalisé, le conseil le plus pragmatique serait de chercher une prononciation claire, intelligible par le plus grand nombre.
Ou alors, comme quelqu'un le suggère sur Reddit, de choisir un locuteur natif dont on aime la façon de parler, qu'il soit parisien ou non, et de s'en inspirer. L'important, c'est de communiquer efficacement. C'est une approche plus réaliste, sans doute. Bon, alors si on devait synthétiser un peu les points clés de notre analyse, des sources, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le français parlé, il utilise beaucoup de raccourcis pour être plus fluide, plus économique. Oui, Que l'univers de l'argot et du langage familier est incroyablement riche, créatif, en évolution constante. Mais qu'il faut bien maîtriser les registres pour ne pas faire d'impair. très important ça. Et enfin, que ce fameux français parisien est loin, très loin d'être monolithique. C'est un concept complexe qui mélange l'histoire, une norme un peu idéalisée et surtout une diversité bien réelle et en pleine mutation. D'accord. Et l'objectif pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas forcément de parler exactement comme ça, j'imagine, non? Non, pas nécessairement. C'est plutôt d'avoir ces clés pour mieux comprendre, c'est ça? Pour décoder plus facilement les conversations réelles, les films, la musique. Exactement. Ça permet de se sentir moins perdu, peut-être d'ajuster son propre niveau de langue selon la situation, et puis finalement d'apprécier toute la richesse et la variété du français vivant. Tout à fait. Et si on prend juste une seconde un peu de recul, ce qu'on observe ici, c'est fascinant. C'est la tension constante qui façonne la langue française. C'est-à-dire? D'un côté, il y a une norme historique, portée par des institutions qui cherchent l'unité, la correction. Et de l'autre, il y a l'usage réel, divers, bouillonnant, surtout dans les grands centres urbains multiculturels comme Paris. Voir comment l'argot d'aujourd'hui intègre des mots venus d'ailleurs, comment la prononciation évolue sous l'effet des contacts, ça nous pousse à nous interroger, non? À quoi ressemblera le français dit standard dans 50 ans? Ah, bonne question. Question ouverte, bien sûr. Mais c'est peut-être ça le signe le plus fort de la vitalité absolument fascinante d'une langue. Elle n'est jamais figée.